Les dernières forces blindées allemandes ont été envoyées sur le front de l'Est avec une mission presque impossible, ralentir l'avancée imparable de l'armée rouge. Bien qu'elles aient été l'une des forces les plus redoutées au début de la guerre, ces unités étaient épuisées, mal équipées et manquaient des ressources nécessaires pour affronter la machine soviétique. Dans les batailles clés comme la défense de la Pologne, de Budapest et la dernière résistance à Berlin, ils ont essayé d'arrêter les soviétiques. Cependant, la supériorité numérique, les tactiques efficaces et l'équipement militaire avancé des soviétiques ont rapidement surpassé toute tentative de défense. Comment les forces allemandes, autrefois invincibles, ont-elles pu être vaincues? Qu'est-ce qui a fait de la défense de Berlin une mission impossible? La dernière tentative, les armées Panzer en 1944. L'été de 1944 marqua un tournant dévastateur pour le Troisième Reich. Alors que les plages de Normandie résonnaient encore du fracas de l'invasion alliée du 6 juin, c'était sur le vaste front de l'Est que se livrait la véritable bataille pour la survie de l'Allemagne. Les défaites de Stalingrad et Koursk avaient infligé des blessures profondes à la machine de guerre allemande, des blessures qu'aucune réorganisation ne pourrait guérir complètement. À ce moment critique, l'armée rouge avançait comme une marée implacable à travers les territoires occupés. Pologne, Ukraine, Roumanie. Chaque nom sur la carte représentait un autre échec allemand, une autre ligne défensive qui s'effondrait sous le poids combiné de millions de soldats soviétiques. La Prusse orientale, cœur historique du militarisme prussien, se trouvait maintenant menacée directement. Le Reich qu'Hitler avait promis de durer 1000 ans se désintégrait après seulement 12. La situation stratégique de l'Allemagne à la mi-1944 était désespérée d'où que l'on regarde. À l'ouest, les Alliés consolidaient leurs positions en France. En Italie, les forces allemandes menaient une coûteuse bataille en retraite. Dans les Balkans, les mouvements partisans intensifiaient leurs activités. Mais c'était à l'Est que l'effondrement semblait plus imminent et où les conséquences seraient n'est-ce plus catastrophiques pour le régime nazi. La réponse du haut commandement allemand à cette catastrophe fut aussi désespérée que prévisible, créer de nouvelles divisions Panzer qui pourraient arrêter l'avance soviétique. Sur le papier, l'idée gardait une certaine logique. Les divisions blindées allemandes avaient été la pointe de lance des victoires précoces, les marteaux qui avaient écrasé la Pologne en quelques semaines, et mené la Wehrmacht aux portes de Moscou. Mais l'été de 1944 n'était pas celui de 1941, et les armées Panzer qui se formaient maintenant n'étaient que l'ombre de ces forces qui avaient autrefois semblé invincibles. La réorganisation de l'armée allemande est devenue un exercice d'improvisation désespéré. Les nouvelles divisions Panzer ont été construites avec les fragments de ce qui restait. Des soldats épuisés d'autres unités, des recrues à peine entraînés, des jeunes de 16 et 17 ans arrachés de leur foyer, des anciens du Volkssturm qui avaient dû quitter leurs travaux civils. Les instructeurs vétérans qui auraient donc pu les préparer gisaient morts dans les steppes russes ou dans les camps de prisonniers soviétiques. Les manuels d'entraînement ont été considérablement raccourcis. Les exercices ont été simplifiés jusqu'à devenir presque inutiles. Le temps de préparation a été réduit à une fraction de ce qui avait été le minimum acceptable. Là où, auparavant, un équipage de Panzer passait des mois à s'entraîner avant de voir le combat, il leur était maintenant accordé des semaines ou même des jours. La coordination entre les véhicules, la communication efficace, les tactiques de contournement, tout cela nécessitait du temps et de la pratique qui n'étaient plus disponibles. Des unités telles que la Panzerarmee Ouest et la Panzerarmee Kurland ont été formées, des noms qui évoquaient l'autorité, mais qui cachaient la réalité de formations improvisées. La structure de ces unités tentait de maintenir la doctrine traditionnelle des Panzers: mobilité, flexibilité, capacité de contre-attaque rapide. Cependant, la doctrine militaire nécessite plus que de bonnes intentions. Elle requiert du carburant, des munitions, des pièces détachées et surtout du temps pour entraîner les équipages aux manœuvres complexes de la guerre mécanisée. Les chars disponibles pour ces nouvelles formations racontaient une histoire de déclin industriel et militaire. Les Panzer III et IV, qui avaient été la colonne vertébrale des divisions blindées, montrèrent maintenant leur âge face au design soviétique plus moderne. Leurs canons manquaient de la puissance nécessaire pour affronter efficacement les T-34 améliorés, et leur blindage offrait une protection de plus en plus inadéquate contre les canons antichars soviétiques.
Les Tiger I et Tiger II, machines impressionnantes en termes de puissance de feu et de blindage, étaient des cauchemars logistiques qui consommaient du carburant à des taux insoutenables. Un Tiger consommait autant de carburant que plusieurs Panzer IV et nécessitait un entretien constant qui ne pouvait plus être fourni. Leurs moteurs complexes tombaient régulièrement en panne. Leur transmission, surchargée par le poids massif, se cassait avec une fréquence alarmante. Beaucoup de ces géants d'acier ont fini abandonnés sur les chemins de l'Est, non pas à cause du feu ennemi, mais à cause de pannes mécaniques qu'aucun mécanicien ne pouvait réparer sans les pièces nécessaires. La pénurie de ressources est devenue l'ennemi invisible qui sapait chaque opération. Depuis 1943, les bombardements alliés avaient transformé les villes industrielles allemandes en paysages lunaires. Essen, Hambourg, Berlin, les usines qui produisaient autrefois les chars et les canons du Reich étaient maintenant des squelettes fumants. Les ouvriers spécialisés avaient été recrutés pour le front, où gisaient morts sous les décombres. Les matières premières essentielles venaient à manquer de manière critique. L'acier de haute qualité nécessaire pour le blindage est devenu difficile à produire sans accès aux minerais d'alliage. Le caoutchouc synthétique nécessitait des installations chimiques qui étaient des cibles prioritaires pour les bombardiers alliés. Le carburant raffiné est devenu la ressource la plus précieuse et la plus rare. Les lignes de production qui fonctionnaient encore le faisaient à une fraction de leur capacité, produisant des véhicules qui sortaient souvent avec des défauts significatifs. Le carburant est devenu un problème si critique qu'il paralysait des opérations entières. Les gisements de pétrole roumain de Ploesti, source vitale du carburant allemand, étaient tombés aux mains des soviétiques pendant l'été. Les installations de carburant synthétique en Allemagne étaient constamment bombardées. Les armées de Panzer recevaient des rations de carburant si limitées que les commandants devaient prendre des décisions déchirantes sur quand et où déplacer leurs chars. Les manœuvres d'entraînement étaient annulées pour économiser du carburant. Les contre-attaques planifiées étaient abandonnées parce qu'il n'y avait pas assez de carburant pour les mener à bien. Dans certains cas, les chars allemands restaient immobiles en position défensive, transformés en casemates statiques. Les commandants observaient impuissants, tandis que l'armée rouge manœuvrait autour de leur position, incapable de répondre, car déplacer leurs chars consommerait le carburant dont ils auraient dû le besoin pour la prochaine crise. Le manque de pièces de rechange transformait des problèmes mineurs en catastrophes opérationnelles. Une chenille endommagée qui auparavant était remplacée en quelques heures signifiait maintenant que le char restait hors service indéfiniment. Les moteurs qui nécessitaient une révision continuaient à fonctionner jusqu'à ce qu'ils tombent complètement en panne. Les pièces étaient cannibalisées sur des chars détruits, créant des hybrides mécaniques que les manuels n'avaient jamais envisagés. Les ateliers de réparation accomplissaient des miracles quotidiens avec des ressources inexistantes, mais les miracles ont leurs limites quand il manque des outils et des matériaux de base. La formation inadéquate des équipages amplifiait tous ces problèmes. Alors que les équipages soviétiques du T-34 comptaient des équipes expérimentées, de nombreux opérateurs de chars allemands, en 1944, n'avaient guère tiré avec leurs canons principaux avant d'entrer en combat. La coordination entre véhicules, essentielle pour les tactiques Panzer, s'effondrait dans la confusion du champ de bataille. Les communications radio, qui avaient donné aux forces blindées allemandes leur avantage tactique les premières années, échouaient désormais par manque d'équipements adéquats ou à cause d'opérateurs mal formés. Les commandants trouvaient impossible de maintenir le contrôle sur leurs forces lorsque les radios ne fonctionnaient pas. Le brouillard de guerre devenait impénétrable lorsque les systèmes de communication s'effondraient. Le leadership de ces dernières armées de Panzer faisait face à des dilemmes insolubles. Des commandants expérimentés comme Model, Wenck et Guderian possédaient un savoir-faire tactique développé au cours de plusieurs décennies, mais manquaient des outils pour mettre en œuvre leurs idées. La structure de commandement centralisée imposée par Hitler signifiait que même les décisions tactiques mineures nécessitaient l'approbation de Berlin, créant des retards fatals. Les commandants sur le terrain n'avaient pas l'autorité pour adapter leur stratégie aux circonstances changeantes. Hitler lui-même était devenu un obstacle majeur pour la défense effective du Reich. Son refus d'autoriser des retraits stratégiques condamnait des unités entières à être encerclées et détruites. Son insistance à défendre chaque mètre de territoire gaspillait les rares réserves mobiles.
Ces accès de colère contre les commandants qui parlaient franchement créaient un environnement où mentir était plus sûr que dire la vérité, où les rapports étaient déformés pour éviter la colère du Führer. Les stratégies défensives adoptées reflétaient ces limitations. La défense mobile, qui nécessitait des réserves de carburant et une liberté de manœuvre, est devenue impossible. Les contre-attaques limitées manquaient de persistance pour atteindre des objectifs significatifs. Les unités attaquaient, gagnaient du terrain temporairement, puis devaient se retirer lorsque le carburant s'épuisait ou lorsque les forces soviétiques les enveloppaient. En Pologne et en Hongrie, ces contre-attaques se sont avérées être des exercices coûteux de futilité. Les armées blindées lançaient leurs meilleures unités contre les lignes soviétiques, pénétrèrent brièvement, puis observaient impuissantes leurs gains s'évaporer. Chaque contre-attaque consommait des ressources irremplaçables, le carburant qui ne pouvait être reconstitué, les munitions qui ne seraient pas fabriquées à nouveau, et les soldats expérimentés dont la mort laissait les unités encore plus affaiblies. L'état psychologique des troupes allemandes ajoutait une autre dimension à la crise. Le moral s'effondrait sous le poids des défaites continues. Les soldats vétérans qui avaient survécu à Stalingrad et à Koursk savaient que la guerre était perdue. Les jeunes recrues trouvaient une réalité très différente de la propagande sur des victoires imminentes. La peur de la vengeance soviétique, alimentée par les atrocités que les forces allemandes avaient commises lors de leur avance initiale, paralysait beaucoup d'entre eux. Le décalage entre la propagande officielle et la réalité du champ de bataille érodait la confiance dans le leadership. Hitler et Goebbels continuaient à promettre des victoires qui n'arrivaient jamais, parlant de divisions de renforts qui n'existaient pas, d'armes secrètes qui changeraient le cours de la guerre. Les soldats dans les tranchées de l'Est entendaient ces promesses tandis qu'ils voyaient leurs camarades mourir, tandis que leurs chars restaient à court de carburant, tandis que les positions défensives s'effondraient sous le bombardement soviétique. Le découragement n'était pas uniforme dans toutes les unités, mais il était généralisé. Certains soldats continuaient à se battre avec une détermination féroce, motivés par la loyauté envers le régime, la peur des punitions pour désertion ou simplement par instinct de survie. D'autres se rendaient à la première occasion. La désertion augmentait constamment. Les cas d'automutilation pour éviter le combat se multipliaient. Les commandants tentaient de maintenir la discipline par des exécutions sommaires, mais cela ne faisait qu'augmenter le ressentiment et la peur. L'été de 1944 a révélé une vérité inconfortable. Les dernières panzers armées allemandes étaient insuffisantes pour la tâche qui leur avait été assignée. Non pas par manque de courage des soldats individuels, ni par incompétence de tous les commandants, mais par l'impossibilité fondamentale de la situation. L'armée rouge était devenue une force massive, bien équipée, expérimentée et soutenue par une production industrielle qui surpassait la capacité allemande. Les armées panzer, affaiblies par des années de guerre d'usure, privées de ressources essentielles, commandées depuis une capitale déconnectée de la réalité, ne pouvaient pas arrêter cette marée. La réorganisation des forces blindées allemandes en 1944 représentait la dernière tentative désespérée d'une nation au bord du gouffre. Les armées panzer, qui avaient autrefois conquis l'Europe, luttaient maintenant simplement pour survivre, pour gagner du temps, pour retarder l'inévitable. L'échec n'était pas une question de savoir s'il surviendrait, mais de savoir quand et combien cela coûterait. La puissance rouge, l'ascension de l'armée soviétique. Du côté des soviétiques, à la mi-1944, l'armée rouge avait achevé une transformation extraordinaire. La force militaire qui avait vacillé au bord de l'effondrement total en 1941, qui avait perdu des millions de soldats et de vastes territoires dans les premiers mois de l'invasion allemande, était maintenant devenue la machine de guerre la plus puissante que le monde ait vue. Cette métamorphose n'était ni accidentelle, ni le fruit de la chance, mais le résultat d'une mobilisation industrielle sans précédent, d'un apprentissage militaire accéléré et de sacrifices humains incalculables. La récupération soviétique après Stalingrad et Koursk était remarquable par sa rapidité et son échelle. L'armée rouge de 1944 comptait plus de 6 millions de soldats actifs sur le front oriental, un chiffre qui dépassait énormément les ressources humaines disponibles pour les forces allemandes. Mais les chiffres à eux seuls n'expliquaient pas l'avantage soviétique. La qualité du personnel militaire s'était améliorée de façon spectaculaire. Les soldats qui avaient survécu aux batailles brutales des années précédentes
formaient désormais le noyau d'une armée professionnelle et expérimentée. Les officiers soviétiques avaient tiré des leçons douloureuses mais précieuses de leurs défaites initiales. Les tactiques rigides et les commandants incompétents avaient été progressivement remplacés par des leaders capables qui comprenaient la guerre moderne. Staline, après ses interventions désastreuses dans les premières phases de la guerre, avait commencé à déléguer plus d'autorité à ses généraux de terrain. Des commandants comme Zhukov, Konev, Rokossovski et Vasilevski avaient développé une maîtrise sophistiquée de la guerre mécanisée qui rivalisait avec tout ce que les Allemands pouvaient offrir. La supériorité matérielle soviétique se manifestait de manière plus dramatique dans ses forces blindées. Le char T-34, qui était apparu sur les champs de bataille en 1941, avait constamment évolué. La version T-34-85, introduite en 1944, montait un canon significativement plus puissant qui pouvait percer le blindage de presque tous les véhicules allemands à des distances effectives. Le design du T-34 équilibrait magistralement mobilité, protection et puissance de feu. Le blindage incliné du T-34, révolutionnaire pour son époque, offrait une protection supérieure comparée à l'épaisseur nominale de l'acier. Les plaques angulaires déviaient les projectiles et augmentaient l'efficacité du blindage sans ajouter un poids excessif. Le profil bas du char le rendait difficile à détecter et à attaquer. Son moteur diesel était plus efficace que les moteurs à essence de nombreux chars allemands, offrant une plus grande autonomie avec moins de carburant. Les chenilles larges distribuaient le poids efficacement, permettant au T-34 d'opérer sur un terrain boueux où les chars allemands plus lourds s'enfonçaient irrémédiablement. La production de masse était peut-être l'avantage le plus décisif du T-34. Les usines soviétiques produisaient ces chars à un rythme que les Allemands ne pouvaient pas égaler, même de loin. En 1944, l'Union soviétique fabriqua environ 29 000 chars et canons automoteurs, tandis que l'Allemagne en produisit environ 19 000 de tout type. Mais les chiffres bruts ne capturaient pas complètement la disparité, car la production allemande incluait de nombreux véhicules complexes et difficiles à entretenir, tandis que les soviétiques se concentraient sur des conceptions éprouvées et relativement simples. Les chars lourds soviétiques complétaient le T-34. Le KV-1 et ses successeurs fournissaient une puissance de feu lourde et un blindage épais pour percer les positions fortifiées. L'IS-2, introduit en 1944, était équipé d'un canon de 122 mm, capable de détruire n'importe quel char allemand. Bien que ces véhicules lourds fussent moins nombreux que le T-34, leur présence sur le champ de bataille avait un impact psychologique considérable sur les équipages allemands. L'artillerie automotrice soviétique offrait une polyvalence tactique cruciale. Les véhicules comme le Su-85 et le Su-100, basés sur des châssis de chars mais avec des canons fixes montés dans des casemates, fournissaient une puissance de feu anti-char à un coût inférieur à celui des chars avec tourelle complète. Le Su-152, avec son obusier massif, démolissait les fortifications et soutenait les attaques d'infanterie. Ces canons automoteurs permettaient aux forces soviétiques de déployer rapidement une puissance de feu concentrée là où elle était le plus nécessaire. L'artillerie conventionnelle soviétique était véritablement formidable. L'Armée rouge avait adopté la doctrine de concentrer le feu d'artillerie massif sur des cibles sélectionnées, créant des bombardements préparatoires qui pulvérisaient les défenses ennemies avant que l'infanterie et les chars n'avancent. Les lance-roquettes multiples Katyusha étaient devenus des symboles de la puissance de feu soviétique. Ces systèmes, montés sur camions pour une mobilité rapide, pouvaient lancer des dizaines de roquettes en quelques secondes, saturant des zones étendues avec des explosifs de haute puissance. L'effet psychologique du Katyusha était aussi significatif que son efficacité matérielle. Le son distinctif des roquettes en vol, comparé par les soldats allemands à des orgues ou des sirènes, annonçait l'arrivée de destruction indiscriminée. Les formations allemandes sous bombardement de Katyusha éprouvaient une terreur véritable, sachant qu'il n'y avait pas de défense efficace contre cette pluie de feu. Les rampes de lancement de roquettes pouvaient se déplacer rapidement après avoir tiré, évitant ainsi la contre-attaque de l'artillerie allemande. L'aviation soviétique avait réussi une transformation tout aussi impressionnante. Les avions obsolètes de 1941 avaient été remplacés par des modèles modernes produits en quantité massive.
L'IL-2 Sturmovik était devenu l'avion d'attaque au sol le plus redouté du front oriental. Son blindage lourd protégeait le pilote et les composants vitaux contre les tirs antiaériens légers. Ses canons et ses roquettes dévastaient les colonnes allemandes, les positions fortifiées et les concentrations de troupes. Les chasseurs soviétiques comme le Yak-3 et le La-5 avaient atteint la parité avec les modèles allemands. Les pilotes soviétiques, dont beaucoup avaient des années d'expérience de combat, étaient des adversaires formidables. La Luftwaffe allemande, épuisée par des années de combat sur plusieurs fronts et privée de carburant et de pilotes de remplacement, ne pouvait plus contester efficacement la domination aérienne soviétique. Cela permettait à l'armée rouge d'opérer avec une liberté relative, ses colonnes se déplaçant sans la peur constante d'une attaque aérienne qui avait caractérisé les premières années de la guerre. Les tactiques soviétiques avaient évolué pour exploiter ces avantages matériels. La doctrine des opérations en profondeur, développée avant la guerre mais initialement mal appliquée, était maintenant exécutée avec une efficacité dévastatrice. Cette doctrine mettait l'accent sur des pénétrations simultanées en plusieurs points, suivies d'une exploitation rapide par des forces mécanisées qui pénétraient profondément dans l'arrière de l'ennemi, interrompant les communications, détruisant les dépôts de ravitaillement et encerclant de grandes formations ennemies. Les offensives soviétiques commençaient généralement par une reconnaissance approfondie pour identifier les points faibles des lignes allemandes. Ensuite venait la préparation d'artillerie massive, durant souvent des heures, qui détruisait les fortifications, coupait les communications et démoralisait les défenseurs. L'assaut initial impliquait des vagues d'infanterie soutenues par des chars, exerçant une pression constante jusqu'à ce que les défenses cèdent. Une fois la percée réalisée, les formations mécanisées exploitèrent la brèche, avançant rapidement avant que l'ennemi ne puisse organiser une défense cohérente. La coordination entre les différentes branches était cruciale pour le succès soviétique. L'infanterie, les chars, l'artillerie et l'aviation opéraient comme un système intégré. Les commandants soviétiques avaient appris à synchroniser ces éléments de manière efficace, créant une synergie où chaque composant amplifiait l'efficacité des autres. Cette coordination nécessitait des communications fiables, une planification minutieuse et une pratique étendue, tous des éléments que l'armée rouge avait développés par une expérience douloureuse. L'utilisation de réserves stratégiques distinguait les opérations soviétiques. Contrairement aux Allemands, qui engageaient fréquemment toutes leurs forces disponibles dès le début, les Soviétiques maintenaient des réserves substantielles. Ces réserves étaient introduites au moment critique pour exploiter des succès ou renforcer des secteurs menacés. Cette pratique donnait aux offensives soviétiques une capacité de résistance dont les opérations allemandes manquaient. Lorsque les forces allemandes pensaient avoir arrêté une attaque, de nouvelles formations soviétiques apparaissaient pour renouveler la pression. La logistique soviétique, bien que moins sophistiquée que l'allemande en théorie, fonctionnait effectivement dans la pratique. Le système ferroviaire soviétique, converti à l'écartement standard soviétique dans les territoires reconquis, transportait des approvisionnements massifs près du front. De là, d'énormes flottes de camions, fournies en grande partie par les États-Unis par le biais de prêts et de baux, déplacèrent le matériel vers les unités de combat. Les soldats soviétiques étaient également moins dépendants de chaînes d'approvisionnement élaborées que leurs homologues allemands, capables de fonctionner avec des rations plus simples et moins d'équipement. L'opération Bagration, lancée le 22 juin 1944, exemplifiait la puissance de l'armée rouge à son apogée. Cette offensive massive, coordonnée pour coïncider avec le 3e anniversaire de l'invasion allemande, détruisit complètement le groupe d'armées centre-allemand. Les Soviétiques concentrèrent des forces écrasantes dans des secteurs sélectionnés, atteignant une supériorité locale de 10 contre 1 à certains endroits. Les percées initiales furent rapidement exploitées, encerclant de grandes poches de troupes allemandes. Les résultats de Bagration furent catastrophiques pour les Allemands. Environ 300 000 soldats allemands moururent ou furent capturés. 28 divisions furent détruites. Les Soviétiques avancèrent de plus de 600 km dans certaines zones, libérant la Biélorussie et pénétrant en Pologne. La vitesse et l'envergure de cette victoire démontrèrent que l'armée rouge avait surpassé ses adversaires non seulement en nombre, mais aussi en compétences opérationnelles. L'avancée soviétique après Bagration ne s'arrêta pas. Les offensives s'étendirent vers le sud, en direction des Balkans, où la Roumanie changea de camp et la Bulgarie capitula. Au nord, les forces,
soviétiques avancèrent vers les États baltes. Les armées panzer allemandes, désespérément en train d'essayer de boucher des brèches sur plusieurs secteurs, étaient systématiquement surpassées et détruites. L'initiative stratégique était passée complètement à l'armée rouge. La supériorité soviétique n'était pas seulement matérielle, mais aussi morale et psychologique. Les soldats soviétiques se battaient pour libérer leur patrie des envahisseurs qui avaient commis des atrocités massives. La vengeance pour des années de souffrance motivait puissamment les troupes. La propagande soviétique avait efficacement cultivé une haine intense envers les fascistes allemands. Ce facteur moral donnait à l'armée rouge une détermination que les forces allemandes, combattant en territoire étranger pour une cause de plus en plus manifestement perdue, ne pouvaient égaler. Le contraste entre les deux armées en 1944 ne pourrait pas avoir été plus marqué. Tandis que les armées de panzer allemandes manquèrent de tout, l'armée rouge regorgeait de ressources. Là où les Allemands improvisaient désespérément, les Soviétiques exécutaient des plans minutieux. Là où le moral allemand s'effritait, l'esprit soviétique se renforçait à chaque victoire. Le résultat était inévitable. L'armée rouge avancerait implacablement vers l'ouest jusqu'à ce que la résistance allemande s'effondre complètement. L'épuisement des forces allemandes, tactique désespérée sur le front de l'Est. Les dernières armées blindées allemandes se trouvaient piégées dans une spirale descendante dont il n'y avait pas d'échappatoire. Après l'effondrement catastrophique du groupe d'armées centre pendant l'opération Bagration, les forces blindées à l'Est furent de contrainte d'adopter une posture purement défensive. Les grandes offensives qui avaient caractérisé les premières années de la guerre étaient désormais impossibles. L'objectif avait changé, passant de la victoire à la simple survie, de la conquête à retarder l'inévitable, tandis que le Reich s'épuisait sur de multiples fronts. Les batailles qui se sont déroulées en Pologne pendant l'été et l'automne ont révélé avec une brutalité claire le désespoir de la situation allemande. Les armées panzer ont tenté d'établir des lignes défensives le long de la rivière Vistule, espérant que cet obstacle naturel pourrait ralentir suffisamment l'avancée soviétique pour organiser une défense cohérente. La planification était solide en théorie. Utiliser la rivière comme barrière tout en concentrant des forces blindées mobiles derrière elle, prêtes à contre-attaquer toute tête de pont soviétique avant qu'elle ne puisse se consolider et s'étendre. La réalité s'est avérée très différente des plans élaborés sur les cartes de situation. Les forces soviétiques ont traversé la Vistule en de multiples points simultanément, établissant des têtes de pont plus rapidement que les panzers ne pouvaient réagir. Les contre-attaques allemandes, lorsqu'elles se matérialisaient enfin après des retards inévitables, manquaient de la force concentrée nécessaire pour éliminer ces têtes de pont. Les unités panzer arrivaient en fragments dispersés, attaquaient de manière désordonnée et étaient systématiquement vaincus par les forces soviétiques qui avaient eu un temps précieux pour se fortifier et amener de l'artillerie lourde à travers le fleuve. La bataille pour Varsovie illustra parfaitement les limites allemandes à cette phase de la guerre. Lorsque l'armée nationale polonaise lança son soulèvement le 1er août, en espérant un soutien soviétique qui n'arriva jamais, les forces allemandes réagirent avec une brutalité caractéristique, mais tactiquement contre-productive. Les divisions panzer disponibles furent utilisées pour écraser la rébellion urbaine, gaspillant des ressources rares dans un combat de rue, alors qu'elles auraient dû se préparer à défendre contre la prochaine attaque soviétique. Les soviétiques, pour leurs propres raisons politiques, s'arrêtèrent de l'autre côté de la Vistule, permettant aux Allemands de détruire le soulèvement, mais laissant absolument clair qu'ils reprendraient leur offensive quand cela leur conviendrait stratégiquement. La défense allemande de la Pologne a révélé des problèmes fondamentaux qu'aucune quantité d'habileté tactique ne pouvait surmonter. Les communications entre les unités étaient erratiques dans le meilleur des cas et complètement inexistantes dans le pire des cas. Les ordres d'un secteur du front contredisaient fréquemment les ordres dans les secteurs adjacents, créant confusion et opportunités pour les soviétiques. Les commandants locaux prenaient des décisions basées sur des informations incomplètes ou obsolètes. La coordination entre différents types d'unités, si cruciale pour les opérations efficaces, se rompait constamment sous la pression du combat continu et de la fatigue accumulée. Les problèmes logistiques se sont intensifiés à mesure que les lignes de ravitaillement allemandes s'allongeaient et que les forces soviétiques attaquaient constamment l'infrastructure de transport. Les ponts ferroviaires étaient des cibles prioritaires pour les bombardiers soviétiques
et les partisans qui opéraient de plus en plus audacieusement dans l'arrière-garde allemande. Les trains transportant des munitions et du carburant vers le front étaient régulièrement déraillés. Les camions tentant de combler les vides laissés par le système ferroviaire endommagé étaient embusqués sur les routes. Chaque jour qui passait, moins de fournitures parvenaient aux unités de première ligne qui en avaient désespérément besoin. L'usure des forces blindées allemandes s'accélérait sans possibilité de remplacement. Un char Panther détruit au combat ne serait pas remplacé. Un équipage expérimenté tué dans un Tiger ne pouvait pas être reconstitué. Les divisions Panzer qui, sur le papier, conservaient leur désignation et leur numéro fier, opéraient avec une fraction de leur force nominale. Une division qui aurait dû avoir 160 chars opérait avec 30 ou 40, dont beaucoup avec des défauts mécaniques, limitant leur efficacité. L'infanterie qui aurait dû accompagner ces chars était tout aussi rare, forçant les Panzers à opérer sans le soutien d'infanterie que la doctrine militaire considérait comme absolument essentielle. Les tactiques employées par les derniers Panzers reflétaient cette réalité de ressources décroissantes. La guerre mobile, qui avait été la marque distinctive des forces blindées allemandes, était devenue impossible. À la place, les Panzers adoptèrent des tactiques de défense statique et de contre-attaque limitée. Les chars étaient positionnés dans des positions défensives préparées, camouflées soigneusement, attendant d'embusquer les colonnes soviétiques qui avançaient. Cette tactique gaspillait la mobilité qui était la raison d'être des forces blindées, transformant des chars coûteux en canons anti-chars immobiles et coûteux. Les contre-attaques, lorsqu'elles étaient tentées, suivaient un schéma prévisible et décourageant. Les forces allemandes se concentraient en secret, souvent pendant la nuit pour éviter l'observation aérienne. À l'aube, elles lançaient leur attaque contre un secteur sélectionné des lignes soviétiques. Initialement, l'élan et la surprise pouvaient générer des avancées. Les équipages expérimentés et l'armement supérieur des chars allemands faisaient des ravages. Mais invariablement, après plusieurs heures ou tout au plus quelques jours, la contre-attaque s'enlisait. Le carburant s'épuisait, les munitions se tarissaient, les forces soviétiques, se remettant de la surprise initiale, amenaient des renforts écrasants. Les Allemands devaient se retirer, perdant fréquemment des chars tombant à court de carburant pendant la retraite. La bataille de Budapest a représenté l'une des dernières tentatives significatives des armées Panzer pour arrêter l'avancée soviétique par une défense urbaine fortifiée. La capitale hongroise, avec sa position stratégique sur les rives du Danube et son importance politique en tant que capitale du dernier allié significatif de l'Allemagne, est devenue l'objectif d'une défense désespérée. Les forces allemandes et hongroises ont transformé la ville en une forteresse, bloquant les rues, fortifiant les bâtiments, préparant des positions de tir entrelacées. Le siège soviétique a commencé en décembre, se resserrant graduellement comme un nœud coulant autour du cou des défenseurs. Les divisions Panzer à l'intérieur de la ville se battaient avec une férocité née du désespoir. Les chars opéraient dans les rues étroites, vulnérables aux attaques depuis les bâtiments et sous-sols, leurs avantages de portée et de mobilité étant annulés par le terrain urbain. Le combat maison par maison était brutal et consommait hommes et matériel à des taux insoutenables. Chaque bâtiment devenait une petite forteresse qui devait être capturée par assaut direct. Les tentatives de rompre le siège de l'extérieur ont échoué à plusieurs reprises. Les divisions Panzer qui attaquaient depuis l'extérieur de Budapest vers l'intérieur, essayant d'ouvrir un couloir pour évacuer la garnison ou au moins la ravitailler, faisaient face à des défenses soviétiques en profondeur. Les soviétiques avaient bien retenu les leçons des encerclements précédents. Ils ont établi des lignes défensives concentriques, chacune capable d'arrêter une tentative de rupture de façon indépendante. Les attaques allemandes pénétraient la première ligne, parfois la deuxième, mais n'atteignaient jamais la ville assiégée avant d'être arrêtées et forcées de reculer avec des pertes dévastatrices. Dans Budapest, les conditions se détérioraient rapidement. Les stocks de munitions diminuaient. Le carburant pour les chars était épuisé. La nourriture se faisait rare. Les blessés s'accumulaient dans des hôpitaux de fortune sans médicaments adéquats. Le moral s'effondrait à mesure qu'il devenait clair qu'aucun secours ne viendrait. Certains soldats tentaient de s'échapper à travers les lignes soviétiques, mais peu réussissaient. La plupart mouraient en essayant ou étaient capturés immédiatement. La défense de Budapest s'est terminée en février 1945 avec la reddition des défenseurs survivants. Les pertes ont été catastrophiques.
Des milliers de soldats allemands et hongrois sont morts dans les combats urbains. Les chars, sans carburant et munitions, ont été abandonnés dans les rues. Les divisions qui étaient entrées à Budapest ont cessé d'exister en tant qu'unité de combat efficace. Et tout ce sacrifice n'avait fait que retarder l'avancée soviétique de quelques semaines, pas de mois comme l'avaient espéré les planificateurs allemands. En Prusse orientale, les derniers panzers faisaient face à un destin similaire. Cette région, berceau du militarisme prussien, symbole de la puissance allemande pendant des siècles, était maintenant directement menacée par la vengeance soviétique. Les forces allemandes savaient que la population civile prussienne ferait face à un sort terrible si les défenses s'effondraient. Cette conscience ajoutait de l'urgence et du désespoir à la défense, mais ne fournissait pas les ressources matérielles nécessaires pour réussir. L'attaque soviétique contre la Prusse orientale a commencé en janvier 1945 avec une force écrasante. Les divisions de panzer ont tenté d'établir une défense cohérente, mais les brèches dans les lignes étaient trop nombreuses et les forces disponibles trop faibles pour toutes les combler. Les soviétiques exploitaient chaque brèche, envoyant des colonnes blindées profondément en territoire allemand, encerclant les positions défensives, coupant les routes de retrait. Les unités allemandes se retrouvaient isolées, encerclées, obligées de choisir entre se battre jusqu'à la destruction ou se rendre. La ville de Königsberg, capitale de la Prusse orientale, a subi un siège prolongé. Les panzers dans la ville, réduite à une poignée de véhicules opérationnels, fournissaient un soutien de feu à l'infanterie défendant les ruines. Mais le résultat n'a jamais fait de doute. La supériorité soviétique était si écrasante que la résistance ne faisait que prolonger l'agonie. En avril, après des bombardements massifs qui ont réduit une grande partie de la ville en décombres, Königsberg a capitulé. Les tactiques désespérées employées ces derniers mois, la guérilla urbaine, les contre-attaques suicidaires, la défense jusqu'au dernier homme, reflétaient la réalité que les armées panzer ne pouvaient plus influencer de manière significative le résultat de la guerre. Elles ne pouvaient que retarder, infliger des pertes, faire que chaque kilomètre d'avancée soviétique coûte du sang. Mais le résultat final était inévitable, et chaque jour qui passait l'en rapprochait inexorablement. Le dernier acte, la bataille de Berlin. Le printemps est arrivé en Europe centrale l'année de la défaite finale, mais il n'a apporté ni renouvellement ni espoir pour le Reich moribond. Pendant que les alliés occidentaux traversèrent le Rhin et avançaient vers le cœur de l'Allemagne depuis l'ouest, l'armée rouge se préparait pour le coup décisif, la prise de Berlin. La capitale du Reich, centre du pouvoir nazi pendant 12 ans, symbole des ambitions impériales allemandes, attendait maintenant son destin inévitable, entouré d'armées cherchant à se venger d'années de souffrances indescriptibles. Les dernières armées de panzer allemandes, ou ce qui restait d'elles après des mois de combats dévastateurs, convergèrent vers Berlin dans une tentative désespérée de défendre la capitale. Mais ces formations ne méritaient guère le nom qu'elles portaient. Les divisions de panzer qui se regroupaient pour la défense finale étaient des fantômes des unités qui avaient conquis l'Europe. Une division qui, en théorie, devrait avoir plus de 100 chars, arrivait avec 10 ou 15 véhicules opérationnels. Les équipages étaient pour la plupart des remplaçants sans expérience. Le carburant était si rare que les chars devaient être remorqués jusqu'à leur position pour conserver les dernières gouttes d'essence pour le combat réel. La planification défensive pour Berlin révélait la déconnexion totale entre le fantasme nazi et la réalité militaire. Hitler, enfermé dans son bunker sous la chancellerie du Reich, parlait encore de fantômes d'armées qui viendraient à la rescousse, d'armes miraculeuses qui changeraient le cours de la bataille, de contre-offensives massives qui repousseraient les soviétiques jusqu'à la Vistule. Les généraux qui avaient encore accès à lui savaient que c'était les illusions d'un homme qui avait perdu le contact avec la réalité, mais personne n'osait le contredire directement par peur de sa colère ou des conséquences de la SS. La défense de Berlin était organisée en anneaux concentriques théoriques qui existaient principalement sur les cartes. L'anneau extérieur aurait dû être à 50 km de la ville, une ligne de fortification et de position de blocage conçue pour saigner l'armée rouge avant qu'elle n'atteigne les banlieues. L'anneau intermédiaire suivait approximativement les limites de la ville, utilisant les bâtiments et les rues comme position défensive naturelle. L'anneau intérieur protégeait le centre gouvernemental, le bunker de Hitler, les derniers bastions du pouvoir nazi. Les forces disponibles pour garnir ces défenses étaient pathétiquement inadéquates. En plus des restes des divisions panzer,
la garnison comprenait des unités de la Wehrmacht regroupées d'autres fronts, des bataillons des SS fanatiquement loyaux, mais militairement ineptes, des membres du Volkssturm, qui étaient des personnes âgées, et des enfants, armés de fusils démodés et de lance-roquettes Panzerfaust, et plusieurs bataillons étrangers de volontaires et de recrues forcées des pays conquis qui avaient peu de raisons de se battre jusqu'à la mort pour une cause perdue. L'offensive soviétique finale a commencé le 16 avril par un bombardement d'artillerie dépassant tout ce qui avait été vu auparavant pendant la guerre. Des milliers de canons ont ouvert le feu simultanément, illuminant le ciel nocturne de flashs continus. Le sol tremblait comme lors d'un tremblement de terre. Les défenseurs allemands sur les positions de première ligne ont éprouvé une terreur primordiale alors que des projectiles de tout calibre tombaient autour d'eux. Ceux qui ont survécu à ce bombardement initial sont sortis de leurs abris étourdis, saignant des oreilles, incapables de fonctionner efficacement en tant que soldats. Derrière le bombardement vinrent les projecteurs. Les soviétiques déployèrent des centaines de projecteurs anti-aériens pointant horizontalement vers les positions allemandes, créant un mur de lumière qui aveuglait les défenseurs et illuminait le champ de bataille pour les attaquants. La tactique s'avéra moins efficace que prévu, car la lumière révélait également les attaquants et la fumée de bataille obscurcissait la vision. Mais l'effet psychologique sur les défenseurs allemands déjà démoralisés fut considérable. Les forces soviétiques qui avançaient étaient écrasantes à tous égards. 2 fronts complets de l'armée rouge convergèrent sur Berlin depuis l'Est et le Sud. Le premier front biélorusse sous Djoukov et le premier front ukrainien sous Konev. Ensemble, ces fronts déployaient plus de 2 millions de soldats, 6 000 chars et 40 000 pièces d'artillerie. Contre cet assaut, les défenseurs allemands pouvaient peut-être opposer 300 000 soldats de qualité variable et moins de 100 chars opérationnels. Les divisions Panzer ont tenté d'exécuter des contre-attaques contre les têtes de pont soviétiques et les colonnes qui avançaient, mais ces efforts étaient inutiles dès le début. Une contre-attaque typique impliquait peut-être une douzaine de chars soutenus par une infanterie insuffisante. Ces petits groupes attaquaient des positions soviétiques défendues par des centaines de chars et soutenus par de l'artillerie massive. Les résultats étaient prévisibles. Les chars allemands étaient détruits ou à court de munitions après avoir infligé quelques pertes. Les survivants se retiraient, laissant des véhicules immobilisés pour être capturés ou détruits par les soviétiques. La bataille pour les hauteurs de Silo, la dernière barrière naturelle significative avant Berlin, a encapsulé la futilité de la résistance allemande. Les forces allemandes avaient fortifié ces hauteurs, espérant que le terrain élevé leur donnerait un avantage défensif. Les panzers se sont positionnés pour attaquer les flancs de toute force soviétique tentant d'assauter les hauteurs. Pendant 3 jours, les soviétiques ont attaqué ces positions avec une détermination implacable. Les pertes ont été énormes des 2 côtés, mais les soviétiques pouvaient se permettre des pertes qui, pour les Allemands, étaient catastrophiques. Lorsque les hauteurs de Silo tombèrent finalement, la route vers Berlin fut ouverte. Les colonnes soviétiques avançaient maintenant presque sans opposition organisée. Les unités allemandes, incapables d'établir une ligne défensive cohérente, combattaient en poches isolées qui étaient entourées et éliminées systématiquement. Les chars allemands, sans carburant pour battre en retraite, étaient souvent abandonnés par leurs équipages qui tentaient de s'échapper à pied. Les routes vers Berlin étaient remplies de réfugiés civils, mélangés à des soldats vaincus, tous fuyant l'avancée soviétique. Le siège de Berlin s'est achevé à la fin du mois d'avril. Les forces soviétiques ont entièrement encerclé la ville, coupant toutes les voies d'évasion et d'approvisionnement. À l'intérieur du périmètre du siège, les défenseurs se sont préparés pour la bataille finale. Les derniers panzers opérationnels ont été répartis en petits groupes pour fournir un soutien de feu à des points clés. Les chars étaient positionnés aux principales intersections, dans les parcs, derrière des barricades improvisées de débris et de tramways renversés. Le combat à l'intérieur de Berlin fut un cauchemar de guerre urbaine. Les soviétiques avaient développé des tactiques spécialisées pour ce type de combat basées sur leur expérience à Stalingrad. De petits groupes d'assaut, soutenus par des chars et de l'artillerie autopropulsée, progressaient bâtiment par bâtiment, rue par rue. Les lance-flammes éliminaient les positions défensives dans les sous-sols et les bunkers. L'artillerie démolissait les bâtiments qui résistaient avec trop de ténacité.
L'avancée était lente et coûteuse, mais inexorable. Les derniers panzers à Berlin ont combattu depuis des positions statiques, incapables de manœuvrer dans des rues bloquées par des débris. Les chars Tiger, autrefois symbole de la puissance blindée allemande, étaient désormais des pièges mortels pour leurs équipages. Trop grands pour naviguer efficacement dans le paysage urbain détruit, trop peu de carburant pour se repositionner, ils devenaient des cibles pour les canons antichars soviétiques et l'infanterie avec des explosifs. Les équipages abandonnaient souvent leurs véhicules après avoir tiré les derniers obus de munitions, sachant que rester à l'intérieur signifiait une mort certaine. La défense du centre-ville fut particulièrement désespérée. Les bâtiments gouvernementaux, y compris le Reichstag et la chancellerie, devinrent des forteresses improvisées. Les troupes SS, fanatisées par des années d'endoctrinement, idéologiques et terrifiées par les histoires de vengeance soviétique, se battirent avec une détermination frôlant la folie. De petits groupes résistaient dans des bâtiments encerclés, des jours après que tout soutien eût été éliminé, non pas par espoir de victoire, mais simplement par refus de se rendre. Le moral des défenseurs allemands variait énormément. Certains, notamment parmi les SS et les jeunesses hitlériennes, continuaient de croire à la propagande sur la victoire finale, ou au moins à la mort honorable en défendant le Reich. D'autres avaient perdu toute illusion, mais se battaient par peur de la punition s'ils tentaient de se rendre, ou par simple instinct de survie. Beaucoup espéraient simplement l'occasion de se rendre sans être exécutés par leurs propres officiers ou par des escadrons de la SS qui patrouillaient l'arrière-garde en exécutant sommairement les supposés déserteurs. La situation dans le bunker d'Hitler durant ces derniers jours était un mélange surréaliste de déni et de désespoir. Hitler continuait à déplacer des armées inexistantes sur des cartes, ordonnant des contre-attaques à des divisions qui avaient cessé d'exister, accusant ses généraux de trahison lorsque ses ordres impossibles n'étaient pas exécutés. Ceux qui l'entouraient se divisaient entre fanatiques qui croyaient encore et réalistes qui attendaient simplement la fin inévitable. Les communications avec le monde extérieur se détérioraient jour après jour à mesure que les lignes téléphoniques étaient coupées et que les stations de radio étaient capturées. Le suicide de Hitler le 30 avril ne changea pas fondamentalement la situation militaire, mais eut un effet psychologique profond. Pour beaucoup de défenseurs, la mort du Führer éliminait la dernière raison de continuer à se battre. Les unités commencèrent à se rendre en masse ou simplement à se dissoudre. Les commandants qui essayaient encore d'organiser une résistance trouvaient que leurs ordres étaient ignorés. Le système de commandement et de contrôle, déjà fragile, se désintégra complètement. La bataille pour le Reichstag est devenue le symbole final de la chute de Berlin. Ce bâtiment massif, endommagé mais non détruit, a été défendu avec ténacité par une garnison mixte de troupes régulières et de SS. Les Soviétiques l'ont attaqué à plusieurs reprises, subissant des pertes considérables. L'intérieur du bâtiment est devenu un labyrinthe de combats au corps à corps, de grenades et de tirs automatiques dans des couloirs sombres. Finalement, le 2 mai, des soldats soviétiques ont hissé le drapeau rouge sur le dôme du Reichstag, créant une image emblématique qui symboliserait la victoire sur le fascisme. La reddition formelle des forces allemandes à Berlin a eu lieu le même jour. Le général Weidling, commandant de la défense de Berlin, s'est rendu personnellement aux Soviétiques et a ordonné à toutes les unités sous son commandement de cesser la résistance. Certains groupes isolés ont continué à se battre par ignorance de l'ordre ou par refus d'accepter la défaite, mais à toute fin pratique, la bataille était terminée. Berlin était tombé. Les dernières armées de Panzer, ou ce qu'il en restait, avaient échoué dans leur mission finale et fondamentale. Les ruines de Berlin présentaient un paysage apocalyptique. Des bâtiments entiers avaient été réduits en décombres. Les rues étaient bloquées par des chars détruits, des véhicules brûlés et des cadavres non enterrés. Les civils survivants émergèrent de sous-sols et d'abris anti-aériens pour affronter une ville méconnaissable et un avenir incertain sous occupation soviétique. Les dernières Panzer, ces machines qui avaient symbolisé la puissance allemande, gisaient maintenant comme des squelettes d'acier dans les rues où elles avaient autrefois défilé victorieusement. La chute de Berlin n'a pas marqué techniquement la fin de la guerre en Europe, qui continuerait officiellement jusqu'à la reddition inconditionnelle allemande le 8 mai, mais elle représentait la fin symbolique et psychologique du Troisième Reich.
Les dernières armées panzer avaient tenté et échoué à stopper l'avance soviétique. Leur défaite était complète, finale et irréversible. L'expérience nazie s'était terminée dans les ruines de sa propre capitale, détruite par les forces qu'elle avait sous-estimées et les ennemis qu'elle avait créés par ses propres atrocités. L'héritage de la défaite, les dernières leçons des armées panzer. Les ruines fumantes de Berlin en mai représentaient quelque chose de plus que la destruction physique d'une ville. Elles symbolisaient l'effondrement total d'une doctrine militaire qui avait semblé invincible à peine 4 ans auparavant. Les panzers armés, conçus comme des instruments de conquête éclairs, avaient fini comme victimes de leur propre succès initial. La question que les analystes militaires commenceraient à examiner dans les décennies suivantes n'était pas si les dernières panzers pouvaient avoir arrêté l'avancée soviétique, mais quelles leçons pouvaient être tirées de leur échec inévitable. L'effondrement des dernières armées panzer était le résultat de multiples facteurs interconnectés qui se renforçaient mutuellement dans une spirale destructrice. Le plus évident était la supériorité matérielle soviétique. Pour tout observateur objectif, les chiffres racontaient une histoire sans équivoque. L'armée rouge produisait des chars, des canons et des avions à des taux que l'Allemagne ne pouvait égaler. L'écart n'était pas marginal, mais écrasant. Là où l'Allemagne produisait des centaines de chars mensuellement, l'Union soviétique en produisait des milliers. Cette disparité reflétait des différences fondamentales dans la capacité industrielle, l'accès aux ressources et les priorités de production. Mais les chiffres bruts n'expliquaient pas complètement la défaite allemande. Après tout, les forces allemandes avaient opéré sous infériorité numérique dans d'autres contextes et avaient néanmoins réussi à obtenir des victoires significatives grâce à une supériorité tactique et opérationnelle. Ce qui distinguait la situation sur le front oriental était la combinaison de la supériorité numérique soviétique avec une amélioration qualitative continue. L'armée rouge ne produisait pas simplement plus de chars, elle produisait de meilleurs chars opérés par des équipages de plus en plus expérimentés et déployés selon des doctrines tactiques qui avaient évolué grâce à un apprentissage douloureux mais efficace. Les erreurs stratégiques allemandes ont systématiquement et de manière prévisible accru les avantages soviétiques. La décision de Hitler d'interdire les retraites stratégiques a condamné à plusieurs reprises des unités entières à une destruction inutile. Un retrait ordonné aurait préservé des forces précieuses à utiliser dans de meilleures positions défensives. Au lieu de cela, les armées de panzer ont été consommées dans des batailles d'encerclement où elles n'avaient aucune possibilité réaliste de victoire. Le résultat a été la destruction non seulement de l'équipement, mais aussi de personnel expérimenté impossible à remplacer. Chaque commandant de char vétéran, chaque mécanicien expert, chaque officier tactique capable qui mourait dans ces Indom-Desitzam. Encerclement représentait une perte qui affaiblissait de manière permanente les capacités allemandes. La centralisation excessive du commandement a créé une rigidité fatale dans le système militaire allemand. Les commandants sur le terrain, qui pouvaient observer directement les conditions du combat, n'avaient pas l'autorité pour prendre des décisions critiques sans approbation d'en haut. Les retards résultants transformaient des opportunités tactiques en désastres opérationnels. Une brèche dans les lignes soviétiques, qui aurait pu être exploitée immédiatement, restait inexploitée pendant que les ordres montaient la chaîne de commandement et redescendaient à nouveau. Au moment où l'autorisation arrivait, les soviétiques avaient comblé la brèche et renforcé leur position. La microgestion de Hitler était particulièrement destructrice. Son insistance à contrôler personnellement des détails tactiques depuis son bunker à Berlin, séparé des réalités du champ de bataille par plusieurs centaines de kilomètres et par des couches d'informations filtrées, générait des ordres qui variaient de l'impraticable au complètement absurde. Les généraux qui tentaient de signaler les impossibilités inhérentes à ces ordres risquaient le renvoi, ou pire. Ceux qui obéissaient aveuglément condamnaient leurs troupes à des missions suicidaires. Ceux qui tentaient d'interpréter les ordres de manière créative pour les rendre moins destructeurs risquaient des accusations de trahison. L'effondrement logistique fut peut-être le facteur le plus décisif dans la défaite des armées de panzer. La guerre moderne nécessite des chaînes d'approvisionnement qui fonctionnent efficacement. Les chars consomment du carburant, des munitions et des pièces détachées en quantité massive. Sans un flux constant de ces approvisionnements, même les formations les plus puissantes deviennent impuissantes.
Les chaînes d'approvisionnement allemandes, soumises à des bombardements aériens constants, à des attaques de partisans et aux simples distances impliquées sur le front oriental, se sont irréparablement fracturées. Le problème du carburant illustre parfaitement cet effondrement. Les gisements pétroliers roumains, principale source de carburant naturel allemand, tombèrent entre les mains soviétiques. Les installations de carburant synthétique en Allemagne étaient bombardées systématiquement. La production de carburant diminua drastiquement tandis que les besoins augmentaient. Les armées Panzer fonctionnaient avec des rations de carburant si limitées que les chars restaient fréquemment immobiles, attendant des approvisionnements qui n'arrivaient jamais. La mobilité, essence même de la doctrine Panzer, s'évaporait lorsque les chars ne pouvaient pas se déplacer. La rareté des pièces détachées transformait des dommages mineurs en pertes permanentes. Un char avec une chenille endommagée restait hors service, indéfiniment s'il n'y avait pas de chenille de rechange disponible. Les moteurs fonctionnaient bien au-delà de leurs limites conçues, parce qu'il n'y avait pas de moteur de remplacement. Les transmissions échouaient et ne pouvaient pas être réparées. Les systèmes de communication se détérioraient sans composants électroniques de rechange. Graduellement, les Panzer Division perdaient leur efficacité opérationnelle, non pas à cause de batailles perdues, mais par simple usure mécanique qui ne pouvait être remédiée. L'infériorité aérienne allemande a eu des conséquences dévastatrices qui s'étendaient bien au-delà du combat aérien direct. Sans contrôle de l'air, les forces allemandes opéraient sous observation constante. Les mouvements de troupes étaient détectés et signalés immédiatement. Les concentrations pour contre-attaque étaient bombardées avant de pouvoir être lancées. Les colonnes de ravitaillement étaient attaquées régulièrement. Les commandants allemands devaient supposer que l'ennemi connaissait leur position et plan, éliminant la possibilité de surprise tactique. La supériorité aérienne soviétique affectait également profondément le moral allemand. Les soldats qui sont constamment attaqués depuis les airs sans pouvoir répondre efficacement ressentent un sentiment d'impuissance qui érode la volonté de combattre. La vue des avions soviétiques, opérant impunément sur le champ de bataille, communiquait de manière vivante la réalité de la situation stratégique. Les Allemands étaient en train de perdre la guerre et chaque jour apportait de nouvelles preuves de cette défaite imminente. La dégradation de la qualité du personnel était un autre facteur critique rarement apprécié pleinement. Les armées Panzer originales étaient composées de soldats professionnels bien entraînés, commandés par des officiers ayant des années d'expérience. Aux dernières phases de la guerre, ces troupes d'élite avaient été remplacées par des recrues précipitées, commandées par des officiers promus prématurément pour combler les postes vacants. La formation qui prenait des mois était maintenant compressée en semaines. Les compétences qui nécessitaient une pratique étendue étaient enseignées superficiellement ou pas du tout. Les équipages de chars illustrent ce problème de manière vivante. Faire fonctionner un char de manière efficace nécessite une coordination complexe entre le conducteur, le tireur, le chargeur et le commandant. Cette coordination se développe grâce à un entraînement approfondi et une expérience partagée au combat. Les équipages improvisés des derniers Panzers manquaient de cette cohésion. Les conducteurs prenaient des routes qui exposaient le char de manière inutile. Les tireurs manquaient des tirs que des équipages expérimentés auraient réalisés facilement. Les commandants prenaient de mauvaises décisions tactiques par manque d'expérience. Le résultat était une efficacité considérablement réduite, même lorsque l'équipement était techniquement supérieur. La comparaison avec l'armée rouge est instructive. Les soviétiques ont également subi des pertes massives de personnel expérimenté dans les premières phases de la guerre, mais leur réservoir de remplacement était bien plus grand et surtout, ils ont maintenu des systèmes de formation fonctionnant à l'arrière qui produisaient des soldats raisonnablement compétents en nombres adéquats. Les Allemands, avec leur base de population plus petite et leur territoire contrôlé de plus en plus réduit, ne pouvaient pas égaler cela. Chaque perte allemande était plus difficile à remplacer qu'une perte soviétique équivalente. Le facteur psychologique mérite une sérieuse considération. Les armées ne sont pas simplement des collections d'équipements et de personnel, mais des organisations humaines dont l'efficacité dépend crucialement du moral et de la motivation. Les dernières armées Panzer combattaient pour une cause que de nombreux soldats savaient perdue. La propagande sur la victoire finale était de moins en moins crédible face aux preuves quotidiennes de la défaite. La peur de la capture soviétique motivait certains à lutter désespérément, mais pour d'autres,
elle les incitait à se rendre à la première occasion. L'armée rouge, en revanche, combattait avec l'élan de la vengeance et de la libération. Les soldats soviétiques libéraient leur patrie des envahisseurs qui avaient commis des atrocités massives. Cette motivation offrait un avantage moral significatif. Les soldats qui croient en leur cause luttent de manière plus efficace, prennent plus d'initiatives et persistent dans des conditions plus difficiles. Les dernières panzers, composées de plus en plus de recrues démoralisées et de vétérans épuisés, ne pouvaient égaler cette détermination. Les leçons stratégiques de la défaite des panzers armés résonneraient à travers des décennies de réflexion militaire ultérieure. La plus évidente était que la supériorité technologique et tactique a des limites définies. Les chars allemands individuels étaient souvent supérieurs à leurs homologues soviétiques, mais cela ne compensait pas l'infériorité numérique écrasante. La guerre moderne est fondamentalement une compétition industrielle autant que militaire. La nation qui peut produire plus, résister plus, remplacer les pertes plus efficacement, prévaudra généralement, indépendamment des avantages tactiques locaux. L'importance de la logistique a été une autre leçon cruciale qui émerge clairement de l'analyse. Les armées avancent sur leurs estomacs, comme Napoléon l'a observé des siècles auparavant, et les armées mécanisées modernes avancent sur leur fourniture de carburant et de pièces de rechange. La capacité de maintenir des lignes d'approvisionnement fonctionnant sous une attaque constante détermine fondamentalement la capacité de continuer des opérations militaires. Les armées blindées ont échoué non pas parce qu'elles ont été vaincues tactiquement à chaque bataille, mais parce qu'elles ne pouvaient pas rester opérationnelles en raison d'un effondrement logistique systématique. La flexibilité contre la rigidité dans les structures de commandement a également émergé comme un thème d'une importance critique. Les Soviétiques, après avoir appris douloureusement les conséquences d'un contrôle centralisé excessif lors des défaites, ont progressivement développé des systèmes permettant aux commandants de terrain une initiative considérable dans de larges directives stratégiques. Les Allemands se sont dirigés dans la direction opposée, avec Hitler centralisant de plus en plus le contrôle sur sa personne. Le résultat a été que le système militaire le plus rigide a perdu contre le système le plus flexible, inversant complètement la situation des premières années de la guerre lorsque la flexibilité allemande avait dépassé la rigidité soviétique. L'adaptabilité et l'apprentissage organisationnel étaient tout aussi cruciaux pour déterminer le résultat final. L'armée rouge des dernières phases de la guerre était radicalement différente et bien plus capable que l'armée qui avait presque été anéantie lors des premières semaines de l'invasion allemande. Cette transformation remarquable reflétait une capacité institutionnelle à apprendre systématiquement des erreurs coûteuses, à adopter de nouvelles tactiques basées sur l'expérience réelle et à améliorer continuellement les procédures opérationnelles. Les armées panzer, piégées dans des doctrines développées dans des circonstances très différentes et empêchées de s'adapter efficacement par une rigidité institutionnelle et une interférence politique, n'ont pas pu évoluer assez rapidement pour maintenir leur avantage initial. L'héritage technologique des panzers fut décidément ambigu. Les conceptions de chars allemands influencèrent clairement le développement ultérieur dans de nombreux pays, mais démontrèrent également de manière spectaculaire les dangers de la suringénierie et de la complexité excessive. Les Tiger et Panther étaient des machines impressionnantes techniquement, merveilles d'ingénierie qui incorporaient des solutions innovantes à des problèmes complexes, mais leur complexité même les rendait extrêmement difficiles à produire en masse et pratiquement impossibles à maintenir efficacement dans des conditions de champ sous combat continu. Le T-34 soviétique, moins sophistiqué à bien des égards mais infiniment plus pratique, se révéla plus efficace stratégiquement. La leçon était claire, ce qui est suffisamment bon produit en grand nombre l'emporte constamment sur l'excellent produit en quantité limitée. Pour la guerre froide qui suivrait, immédiatement, ces leçons tirées du front oriental influenceraient profondément les doctrines militaires tant de l'OTAN que du pacte de Varsovie. Les deux camps développeraient des forces blindées véritablement massives, mais avec des accents différents, reflétant différentes interprétations des leçons apprises. Les Soviétiques mettraient l'accent sur la quantité et la simplicité opérationnelle, produisant des dizaines de milliers de chars dans des conceptions relativement standardisées et faciles à entretenir. L'Occident tenterait d'équilibrer qualité et quantité, cherchant constamment des avantages technologiques
pouvant compenser la supériorité numérique potentielle du pacte de Varsovie en cas de conflit général. La défaite des dernières armées Panzer a symboliquement représenté la fin d'une ère spécifique dans l'histoire de la guerre terrestre. La Blitzkrieg, qui avait conquis la Pologne en quelques semaines, et la France en quelques mois s'est avérée fondamentalement inadéquate face à un ennemi doté d'une profondeur stratégique suffisante pour absorber des coups initiaux dévastateurs et de ressources suffisantes pour contre-attaquer massivement après s'être réorganisé. Les guerres futures entre les grandes puissances industrielles ne seraient pas décidées par la seule brillance tactique ou innovation opérationnelle, mais par la capacité à mobiliser et à soutenir des efforts de guerre totaux pendant de longues périodes. Au-delà des leçons purement militaires et techniques, la défaite des dernières armées Panzer soulève des questions morales qui transcendent l'analyse stratégique. Ces formations blindées n'étaient pas simplement des victimes de supériorité numérique ou d'erreurs tactiques. Elles étaient les instruments d'un régime qui avait déclenché une guerre d'anéantissement sans précédent, qui avait transformé la conquête territoriale en génocide systématique, qui avait transformé la guerre conventionnelle en une campagne d'extermination. Les panzers qui ont avancé vers l'Est à l'été 1941 n'ont pas seulement conquis du territoire. Ils ont ouvert la voie aux Einsatzgruppen qui ont massacré des millions. Ils ont protégé les lignes de ravitaillement qui alimentaient les camps d'extermination. Ils ont maintenu le contrôle sur des populations destinées à l'esclavage ou à la mort. La défaite de ces forces n'a pas été simplement une victoire militaire, mais un triomphe nécessaire sur la barbarie organisée. La résistance soviétique, aussi brutale et coûteuse soit-elle, représentait quelque chose de plus fondamental qu'une défense territoriale. C'était le refus d'un peuple d'être exterminé, la détermination de survivre face à un ennemi qui avait explicitement déclaré son intention de détruire des nations entières. Chaque char T-34 qui affrontait un Panther, chaque soldat soviétique qui résistait dans des positions bombardées, chaque ouvrier qui produisait des munitions dans des usines évacuées au-delà des Ourals participait à une lutte existentielle. L'histoire militaire peut analyser froidement les tactiques, la logistique et les décisions stratégiques. Mais la défaite des armées Panzer doit aussi être comprise en termes moraux. Ce fut la défaite nécessaire de forces qui servaient des objectifs indéfendables. La supériorité soviétique finale ne fut pas accidentelle, mais le résultat d'une nation entière luttant pour sa survie contre un agresseur cherchant son annihilation. Cette dimension morale, souvent absente dans les analyses purement techniques, est peut-être la leçon la plus importante qui reste pertinente des décennies plus tard.